Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Tour de l'Algarve. L'étape du jour, c'était la dernière étape en ligne de ce Tour de l'Algarve. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui, coureur top, bonnet d'âne, et puis bien entendu les classements en fin de vidéo, et puis la présentation du contre-la-montre de demain qui pourra avoir un impact important sur le classement général. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires en bas. Et puis, vous pouvez cliquer rapidement sur les vidéos, les notifications. Et pour avoir des notifications, eh bien, il faut activer la petite cloche et activer toutes les notifications un petit peu plus loin, sinon vous n'êtes pas au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec ce Tour de l'Algarve, une étape qui a été un peu nerveuse quand même aujourd'hui. On sentait qu'il y avait possiblement des envies de bordure, mais que le vent n'était pas suffisamment fort. Le parcours n'était pas tout plat non plus, aux alentours de 40 km de l'arrivée. On a vu pas mal la Visma rouler notamment sur un gros tempo, ce qui fait que les échappés n'ont pas fait long feu. Aujourd'hui ont été repris assez tôt, malheureusement pour eux, mais ce qui a fait que le final a été assez classique, hein, malgré tout. On a eu des trains qui étaient bien positionnés, mais il fallait faire attention aux 3-4 derniers kilomètres, parce qu'on avait notamment une sortie de rocade, une sortie d'autoroute qui n'était pas forcément facile à prendre, et quand on avait un gros rond-point dans le dernier kilomètre, il fallait faire attention, même s'il était large forcément à la sortie, parce que certains veulent passer un petit peu plus vite dans ce genre de situation. Et sinon ça s'est bien passé du côté de ce sprint, un sprint en faux plat montant, et qui a été remporté par le Belge de la Cofidis, Milan Fretin, qui a réussi à se frayer un chemin avec un peloton qui était assez compact à ce moment-là, et il a réussi à sortir de la boule pour déborder Wout van Aert et s'imposer aujourd'hui du côté du coureur belge. Pour l'instant, toujours pas de déclassement du côté de Milan Fretin, donc je pense qu'on peut le dire désormais à 21h45 qu'il gardera sa victoire désormais. Le coureur belge, on y reviendra. On parlera également de Diz Michaels, notamment, du côté des bonnets d'âne. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top du jour, je commence avec Milan Fretin. On va commencer par parler de la performance de son sprint. On parlera ensuite des soucis au niveau du déclassement. Du côté de Milan Fretin, il fait un super sprint aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est quand même plutôt pas mal entouré par les Cofidis. Mais il faut bien le dire que dans les 500 derniers mètres, il se retrouve seul. 500-600 derniers mètres, certes, Pete Algart a fait du bon boulot aujourd'hui, mais il y a un moment où il manquait un petit peu de main-d'œuvre. Bon, alors dans ce cas-là, il faut réussir à se débrouiller. Et c'est là où Milan Fretin, il a été très fort. Il a pris la roue de Van Aert. Et ensuite, il a réussi à se décaler suffisamment tôt pour faire un bon sprint. Surtout, il a été très solide sur ce sprint en faux plat montant. C'est un sprint qui a été déclenché très tôt en plus par certains coureurs. Je pense notamment à Arnaud Delis. En sachant du côté d'Arnaud Delis, alors parce qu'il a parlé de ses petits camarades qui disaient qu'ils n'étaient pas très intelligents. Par contre, quand on fait un sprint, c'est mieux quand même les mains en bas du cintre qu'en haut des cocottes, parce que pour pénétrer dans l'air, quand on a les mains en haut des cocottes, quand même pas évident, hein. Mais du côté de... il a ouvert sa gueule, au bout d'un moment, il va s'en prendre une tous les jours. Hein. Peut-être pas une tous les jours, mais bon. C'est vrai que quand tu dis que tes camarades sont pas très intelligents, normalement, un sprint, c'est quand même les mains au creux du guidon. Mais du côté de Milan Fretin, il déclenche plus tard que les autres. Il est surtout plus protégé que les autres à ce moment-là. Et derrière, il fait un sprint de mammouth. On sent que sur la fin, ça a été dur parce qu'il est vraiment éclaté sur le cadre. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les images une fois qu'il passe à la ligne. Il est vraiment en bout de course, mais tout le monde est en bout de course sur ce sprint parce qu'il y a vraiment des coureurs qui ont déclenché trop tôt. Tout le monde est en bout de course. Et Fretin, vraiment, il est comme ça quasiment sur le cadre, mais vraiment éclaté pour tenter de retrouver
un maximum son souffle avant d'aller voir Wout van Aert. Mais ça a été un sprint extrêmement dur physiquement pour Milan Fretin. Bon, maintenant on va parler de la deuxième partie, un peu moins reluisante. Alors c'est vrai que c'est bien, Cofidis prend des points UCI, une nouvelle victoire de Fretin. En passant, j'espère que Fretin sera leader sur les grands tours, hein, et qu'il aura un petit peu des mecs autour de lui. Parce que vu ce qu'il arrive à faire en ce moment, que ça soit Almeria, que ça soit ici également autour de l'Algarve, malgré un grand plateau de sprinters, on se dit quand même qu'on pourrait lui confier les clés du camion du côté de la Cofidis. Il est tard, il est 21h46. Les clés du camion pour la suite de la saison. Et pourquoi pas même que des fois Coquard soit à son service. Ça pourrait être une réflexion du côté de Cédric Vasseur qui a salué la victoire de son protégé sur Twitter. Ce qui n'est pas un truc qu'il fait régulièrement, hein, Cédric Vasseur. Donc ouais, ça lui a peut-être un petit peu aussi tapé dans l'œil pour le moment le début de saison de Fretin. Non, on va passer aux choses qui me dérangent un petit peu. C'est que normalement, Fretin, il aurait dû avoir une sanction aujourd'hui. Là, je suis désolé, mais bon, sur Van Aert, c'est répréhensible. Hein. Il a vraiment fermé la porte à Van Aert. Il y a contact entre les deux roues. Pour moi, à partir du moment où il y a contact, il y a gêne. Pour moi, il y a déclassement. J'aurais au moins aimé avoir une amende et un carton jaune. Voilà, au moins un carton jaune aujourd'hui de Fretin. Ok, on veut pas le déclasser, mais au moins un carton jaune. Parce que là, sur Van Aert, moi, là, je trouve qu'il y a vraiment une gêne. Et vous savez, moi, ma résolution sur les sprints, je dis toujours, c'est soit une action qui est extrêmement dangereuse et qui peut entraîner tout le monde dans la chute, mais surtout en cas de gêne d'un adversaire. Pour moi, si vous gênez un adversaire dans un sprint, que l'adversaire est obligé d'arrêter de sprinter ou d'arrêter son sprint, à partir de ce moment-là, pour moi, il doit y avoir déclassement. Là, pour ma part, Fretin gêne Van Aert et à un moment, il est obligé de se rasseoir. Alors certes, Van Aert aujourd'hui n'aurait pas gagné. On est d'accord là-dessus. Malgré tout, pour moi, il gêne Van Aert. À partir de ce moment-là, pour moi, il y a minimum carton jaune. Minimum carton jaune sur un sprint comme ça. Donc j'aurais bien aimé qu'il y ait des sanctions. Et c'est là où on voit tout le problème en ce moment du côté de l'UCI. On en avait déjà parlé sur une autre course. Je ne sais plus si c'était pas Valence. Je ne sais plus. Où il y a des problèmes il y a des problèmes selon le jury des commissaires, tu auras telle ou telle sanction ou pas de sanction ou des sanctions. Et ça, c'est pas normal. Normalement, on devrait avoir un peu plus d'homogénéité au niveau des sanctions. Oui, je sais, c'est un regard humain qui parle. Ok, d'accord. Mais déjà, normalement, c'est un jury des commissaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un être humain qui regarde l'action. Ils sont 3 ou 4. C'est le principe d'un jury des commissaires. Je ne sais pas combien ils sont dans un jury des commissaires, mais voilà, ils sont minimum 5. Donc c'est-à-dire dans un jury des commissaires normalement, on devrait réussir à la fin à avoir une homogénéité au niveau des infractions de manière beaucoup plus importante. Là, je trouve par exemple que Fretin aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de sanction sur lui, notamment en termes de pénalité de points UCI ou en termes de déclassement, c'est pas normal. Donc ça serait bien que du côté de l'UCI et du côté du jury des commissaires, d'un côté, si on déclasse Philipsen ou on déclasse Van Poppel pour des actions de gêne envers les adversaires, ça serait bien de le faire également pour Fretin. Alors si ensuite, pour pas avoir de sanctions, il faut juste aller voir le mec à l'arrivée et il faut pas que Wout van Aert se plaigne, bon bah on va avoir des chouineurs dans les sprints, hein, si c'est la seule solution pour avoir des sanctions dans ce genre de situation. Il y a un moment où normalement ce sprint-là, Fretin, il doit être déclassé. Et encore, minimum carton jaune pour moi. C'est voilà, il serre, il tasse vraiment son adversaire. À partir de ce moment-là, voilà, il n'y a pas de discussion à avoir. Il y a une gêne. Voilà, il se rabat complètement sur son adversaire. Bon, c'est pas normal. Certes, Dainese fait encore aussi le con dans le sprint. Gêne Van Aert, hein, parce que le coude à coude avec Dainese et Van Aert, il est limite. Ce qui fait que Van Aert s'écarte, et que dans un premier temps, il s'écarte un peu violemment, même si c'est quand même moins violemment que Arnaud Delis la veille. Il y a un petit écartement qui peut gêner une chouille Fretin, mais là, Fretin a encore la place.
Pour moi, par contre, derrière, il se rabat sur Van Aert, il doit se rabattre plus tard. Voilà, surtout qu'en plus, il y a de la place. Il a encore de la place pour sprinter en ligne droite. Donc, non, pour moi, là, il aurait dû avoir des classements du côté de Milan Fretin. Deuxième coureur top du jour, eh bien, Jordi Meeus. De toute façon, je ne me suis pas fait chier, j'ai pris les 3 premiers. Jordi Meeus, il a vraiment progressé en boss, hein. Alors, il l'a dit en interview, il y a la confirmation. Aujourd'hui, il y a quand même 2000 mètres de dénivelé positif. Dans le final, il y avait quand même de belles bosses. Le graphique rendait même pas... le graphique paraissait plus plat que ça dans le final, hein. Je vous en avais parlé hier, mais moi, ça me semblait pas très compliqué. Et pourtant, il y avait des belles bosses quand même. Dans le final, la route était loin d'être droite. Et il a absolument pas été gêné. Et puis dans ce sprint en faux plat montant, il s'en sort encore extrêmement bien, Jordi Meeus. Très bon début de saison également du coureur de la Bora, de la Red Bull Bora-Hansgrohe. Et je me dis quand même, Jordi Meeus, là aussi, hein, peut-être qu'il a ces résultats-là, il veut se montrer pour un grand tour. Et puis il faudra s'en méfier sur les classiques, hein, sur les classiques flandriennes, notamment un Kuurne-Bruxelles-Kuurne. S'il a progressé dans les bosses, qui était vraiment son point faible à Jordi Meeus, ça peut devenir un coureur dangereux. Et Kuurne-Bruxelles-Kuurne, en termes de scénario, on peut avoir un sprint, ça peut être un coureur très dangereux. Donc moi, je me méfierais quand même de Jordi Meeus sur ce début de classique flandrienne. Et puis, j'espère le voir, oui, sur un grand tour, Meeus. C'est vrai que ça fait... Voilà, on l'attend. Après, il ne faut pas qu'il soit envoyé non plus tout seul. S'il n'y a pas de poisson pilote, ça n'a aucun intérêt. Mais oui, pour moi, il y a un vrai intérêt à l'emmener sur des sprints. Aujourd'hui, c'est lui le sprinter numéro 1 de l'équipe. C'est pas Walsford. Walsford, il est numéro 2 dans la hiérarchie entre les deux. Donc ça serait bien qu'il fasse des grands tours. Et sur les classiques, je me dis oui, il y a quelque chose à tenter. Alors pas sur le Tour des Flandres, hein, mais sur des classiques comme Nokele, comme Kuurne également. Là, ça peut être un coureur très intéressant. Ou sur Gand notamment également, ça peut être un coureur très intéressant sur ces épreuves-là, avec une équipe Red Bull Bora-Hansgrohe qui s'est densifiée aussi, hein, notamment l'arrivée des frères Van Dijk, l'arrivée de Pitty. C'est une équipe qui avant était assez peu présente comme ces dernières saisons sur ces courses-là. On a connu l'équipe à l'époque de Sagan, oui, là ils étaient présents, mais depuis le départ de Sagan, c'était une équipe qu'on ne voyait plus vraiment sur ce type d'épreuve. Là, ça va être de nouveau du costaud du côté de la Red Bull Bora-Hansgrohe. Et Jordi Meeus va être un coureur intéressant. Et puis je termine avec Filippo Ganna. Moi je me dis, au lieu de mettre de l'argent sur Caleb Ewan, on aurait mieux fait de mettre de l'argent sur un mec qui pouvait être lanceur de Ganna. À part si Caleb Ewan va être le poisson pilote de Ganna, ce qui va peut-être être l'idée. Ganna, la Vuelta il y a 2 ans, j'avais dit, lui il a un talent pour le sprint au final, Ganna. Sur des sprints longs, je pense qu'il peut faire vraiment très fort. Et on le voit aujourd'hui, c'est un sprint long. Et c'est pour ça qu'il a été efficace. Là aussi, c'est un coureur qui, dans ce registre-là, a trop peu souvent d'équipiers. Donc ça serait bien de lui mettre un peu des mecs autour de lui. Et de lui faire confiance. Au lieu d'avoir des Connor Swift, des Caleb Ewan, je préférerais plutôt avoir Ganna en numéro 1 et Ganna qui soit bien emmené. Là encore, dans le final, ce qui lui manque, c'est un peu plus d'équipiers autour de lui, notamment dans le dernier kilomètre et demi, et un vrai poisson pilote. Mais quand tu vois ses qualités à Ganna, sur la Vuelta il y a 2 ans, il avait fait des performances vraiment excellentes. Face à Philipsen, notamment, il avait été très fort face à Philipsen. Ou non, c'était Cadengrove, c'était pas Philipsen, c'était Cadengrove, mais il avait été très bon face à Cadengrove. Aujourd'hui, Ganna, il est capable de battre des mecs genre Groenewegen. Hein. Aujourd'hui, ou un Jacobsen, il est capable de le battre. Donc, pour Ineos, qui en ce moment est un petit peu en panne de résultats, faire un petit peu plus confiance à Ganna, je pense que ça payerait pas de mine du côté de cette formation. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Je termine avec les bonnets d'âne du jour. Je commence avec Van Aert. Certes, encore une fois, il est gêné par Fretin, mais en toute honnêteté, il n'avait aucune chance de gagner aujourd'hui, Wout van Aert. Ça fait quand même 2 jours où je me dis, c'est quand même pas exceptionnel. Là, il y a quand même toute l'équipe qui bosse.
Hein, la Visma, Vingegaard, Kuss, ils ont roulé pour Van Aert. Ça veut dire que ça te met quand même un peu de pression sur les épaules. Quand à la fin, le résultat que tu fais sur un sprint, encore une fois, en boss en plus, hein, tu fais 7ème, c'est quand même pas foufou, quoi. C'est pas foufou au niveau du résultat, alors qu'encore une fois, chez Visma, on a bossé toute la journée pour Van Aert. Donc c'est-à-dire que moi je me dis de plus en plus, c'est pas forcément attendu qu'il soit en méforme. Parce que s'il était vraiment... si c'était attendu qu'il était en méforme, que son pic de forme soit plus tard, moi c'est ce que je pensais encore potentiellement, c'est que son pic de forme soit décalé. Oui, mais dans ce cas-là, on roule pas pour toi. Or, on n'a pas roulé aujourd'hui pour protéger Vingegaard. Hein. Donc je me dis que si on a bossé autant, c'est parce qu'on pense que Van Aert est en bonne condition physique. Un minimum pour gagner le sprint. Ou ça, on est complètement con du côté de la Visma Lease a Bike. Et à partir de ce moment-là, le fait de ne pas le voir performer encore une fois aujourd'hui, et honnêtement, sans l'action de Freitin, il est peut-être 6ème. Il est peut-être, je suis même pas sûr qu'il arrive à battre Guermeil aujourd'hui. Il est peut-être une place devant. En gros, il n'est pas beaucoup plus parce qu'il s'en sort bien par rapport à Freitin. Freitin le tasse, il se remet sur sa selle, mais ensuite il arrive à reprendre de la vitesse. Ça l'a gêné sur 5-6 secondes, mais pas plus. Et sur un sprint qui a encore été une fois aujourd'hui très long. Donc, non, pour moi, il y a une vraie panne de jambes du côté de Van Aert, là. Et sinon, Visma n'aurait pas roulé pour lui. À partir du moment où Visma met toute son équipe pour toi, comme on a vu sur la dernière Vuelta, quand Sepkus y roulait, c'est parce que le leader c'était Van Aert ce jour-là. Sur cette étape-là, Van Aert était le leader. S'il n'arrive pas à faire la différence, c'est compliqué. On regardera demain du côté de la condition physique. Hein, on gardera le temps demain de Van Aert sur le contre-la-montre. S'il le fait à fond, ce qui n'est pas sûr, honnêtement, mais je me dis, ouais, pour l'instant, on est loin du grand Wout van Aert. Donc moi, ça m'inquiète un petit peu, voilà, pour tout vous dire. Hier, j'étais pas forcément inquiet, j'étais plus déçu que inquiet. Là, aujourd'hui, je suis quand même bien inquiet par rapport à son niveau de performance. Mads Mikkels, pas une grande journée UF aujourd'hui, hein, entre Carapaz du côté du Tour des Alpes-Maritimes et aujourd'hui Mikkels. Là aussi, on roule pour lui pendant toute la journée. Il est bien entouré, Mads Mikkels. Donc il y a vraiment eu un gros boulot, notamment Nori Costa, notamment Valgren. Il faut un grand boulot. Et on a presque laissé Nelson Poles seul au final. Casper Asgreen qui s'est plutôt bien intégré pour le moment au collectif. Mais Mikkels fait seulement une 6ème place sur un sprint où il doit être devant. Il doit être devant vu le travail qui a été effectué en amont. Surtout quand tu vois par qui il est battu. Il est battu par Dely qui sprint les mains sur les cocottes. Donc ouais, en termes de pénétration dans l'air, on a vu mieux. Guilhermet qui déclenche super tôt. Et qui était... et ils ont dû faire un effort pour le remonter vers 1,5 km de l'arrivée avec 2 intermarchés très tardivement. Il est remonté très tardivement Guilhermet. Et Ghana. Bon, Ghana qui est techniquement pas un pur sprinter, même s'il a une grosse pointe de vitesse. Normalement, Mikkels, voilà, il doit être plus haut face à des mecs qui n'ont pas fait un sprint exceptionnel. En sachant que Guilhermet, pour le moment, le début de saison est pas dingue. Dely, pas encore au top de sa forme non plus. Donc ça montre que là aussi, du côté de Mads Mikkels, on n'a peut-être pas des jambes incroyables pour le coureur estonien, le 3e des derniers championnats d'Europe. Je regardais son début de saison, il a été donc à l'Étoile de Bessèges 7e à Marguerite. Et puis donc ensuite il a été au Tour de l'Algarve. Peut-être aussi un manque de jours de course, hein. C'est vrai que au final il n'y a eu que 2 jours à Bessèges au lieu de 5 qui étaient prévus au départ. Donc forcément au bout d'un moment tu es peut-être un petit peu en retard par rapport à ce qui était prévu en termes de préparation. Après ce Tour de l'Algarve du côté de Mads Mikkels,
on partira du côté du duet Nieuwsblad et de Kuurne. Donc on partira du côté de la Belgique la semaine prochaine, du côté de Mathis Michels. J'ai pas souvenir qu'il était très performant sur les Flandriennes, Michels. Mais de tête, j'ai pas un grand souvenir de performance sur les Flandriennes. Même si au championnat d'Europe, il y avait quelques passages pavés, c'était quand même... Ah si, bah, il avait fait 10e de Paris-Roubaix. Si, là j'avais oublié qu'il avait fait 10e de Paris-Roubaix, mais c'est pas forcément... Enfin, le Het Nieuwsblad, je pense qu'il va être en difficulté. Kuurne, pourquoi pas. Het Nieuwsblad, je pense que ça va être difficile. Après, il y aura Casper Asgreen, donc on fera peut-être le travail chez EF pour Casper Asgreen à ce moment-là. Mais 2 6e places pour lui sur ce Tour de l'Algarve, c'est vrai que c'est pas exceptionnel pour un début de saison, vu surtout le travail, encore une fois, qu'a fait ses équipiers. Et puis Stuyven, là aussi, la Lidl Trek, gros boulot dans le final de la Lidl Trek. Mais Stuyven seulement 10e. Alors après, Stuyven, il sprinte plus normalement, Stuyven. Enfin, ça fait depuis des années que je ne l'ai pas vu sprinter. Donc on a peut-être tenté, parce que Vachek était pas... Vachek était peut-être pas prêt pour le sprint, mais en gros, normalement, c'est plutôt Vachek maintenant qui sprint avec Soderquist. Soderquist qui fait poisson pilote de Vachek. Jasper Stuyven, ça faisait depuis longtemps que je ne l'avais pas vu sprinter. Et en sachant qu'avant, en plus, il sprintait assez rarement déjà à l'époque, parce qu'il était plutôt poisson pilote de Pedersen. Il était plutôt dans le train de Mats Pedersen. Donc encore une fois, comme je le dis souvent, un bon poisson pilote n'est pas forcément un bon sprinter. Là, du côté de Stuyven, je trouve qu'on a mis beaucoup d'énergie pour une grosse prise de risque aujourd'hui du côté de la Lidl Trek de mettre Stuyven numéro 1 par rapport à Vachek. Or, Vachek sur la dernière Vuelta, il était performant sur des sprints en boss. Donc moi, j'aurais plutôt joué la carte Vachek avec Soderquist et Stuyven avant Soderquist. Parce que là, Sam Oomen a fait beaucoup de boulot, Mosca aussi, pour un résultat qui est loin d'être exceptionnel avec une 10e place. Et on voit bien que sur le sprint, il s'est vraiment bien écroulé, puisque pourtant il lance pas avant les autres. Et pourtant sur la fin, tu sens qu'il s'écroule vraiment sur les 30-40 derniers mètres. Là où Freitin a réussi à conserver sa vitesse, comme Jordi Meeus, c'est bien plus compliqué pour Jasper Stuyven. Donc déception du côté de Stuyven. Et puis Casper Van Uden également, pas un grand début de saison du côté de Casper Van Uden si on compare à l'an dernier, où il y a eu des résultats sur le Alula-Tour. Là sur le Alula-Tour, meilleur résultat 11e, et encore c'était au Alula Camel Cup Track, avec également des coups de bordure. Et puis 4e sur l'étape 3 hier à Tavira. Mais là aujourd'hui, pas exceptionnel. Alors j'étais assez surpris même qu'il sprint, parce que pour moi Casper Van Uden c'est vraiment un sprinter sur le plat. C'est pas forcément un coureur qui est très performant pour sprinter en boss pour moi, Casper Van Uden. Donc j'étais assez surpris qu'on mette du monde autour de lui, mais je me suis dit, comme Jordi Meeus a progressé, peut-être que lui a également bien progressé dans ce domaine-là. Je me dis, on aurait peut-être dû confier les clés du camion à Max Poole aujourd'hui, en disant que Max Poole a quand même une petite pointe de vitesse. Puis comme ça aurait peut-être évité aux coureurs britanniques de prendre une petite cassure. Moi, j'aurais peut-être plutôt joué avec Max Poole aujourd'hui, ou avec De Genkolb, mais qui sprint plus forcément super bien De Genkolb. Mais j'aurais peut-être plutôt joué avec ces coureurs-là qu'avec Casper Van Uden. Après, ça fait une 9e place, mais voilà, c'est pas son registre de prédilection en néerlandais. Début de saison un petit peu timide, par rapport à ce qu'il avait fait, surtout la saison dernière. Et on espère voir ce coureur un petit peu plus aux avant-postes désormais sur la suite de la saison. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. Le classement de l'étape du jour, Milan Freitin vainqueur devant Jordi Meeus, Filippo Ganna
et Arnaud Delis. Binyam Guermeil 5e. Pas de déclassement pour le moment du côté de Milan Fretin. S'il y en a un d'ici la mise en ligne de la vidéo, eh bien je le mettrai dans la description de la vidéo, parce que ça c'est juste avant la mise en ligne. Mais pour le moment, pas de déclassement pour Fretin. Du côté du maillot jaune, eh bien c'est Jan Christen qui est en tête devant Joao Almeida, Lorenz de plus, Morgado et Vergalito. Le maillot vert, eh bien c'est Jordi Meus qui est toujours en tête avec 10 points d'avance sur Milan Fretin, Guermeil et Delis. Du côté du classement de la montagne, c'est Tivani qui est en tête devant Jacob et Jan Christen. Du côté du classement du meilleur jeune, c'est Jan Christen également qui est en tête devant Morgado et Grégoire. Du côté du classement par équipe, c'est UAE, Lidl, Alpecin, De Koninck. Voilà, on n'a toujours pas le classement complet. Disons, du côté du Tour de l'Algarve, ce ne sont pas des rapides non plus pour mettre les classements en ligne. Parce que ouais, là, ça met un peu de temps quand même du côté du classement de cette épreuve. Demain, le parcours de demain, eh bien, c'est un contre-la-montre. Un contre-la-montre en bosse qui n'arrive pas si souvent que ça du côté de Malao avec l'Alto do Malao. Un contre-la-montre de 20 km, donc pas un contre-la-montre court, et avec ce final en bosse. Donc on peut rattraper des écarts. Et il y aura une belle bagarre avec cet Alto de Malao, vous voyez, extrêmement pentu, un vrai mur. Il faudra voir au niveau du matériel ce qu'on emploie, parce que sur la première partie, c'est pas tout plat, mais ça reste pas extrêmement difficile. Cette montée finale va être dure. Ça va ressembler en fait un petit peu au contre-la-montre de Alès sur l'étoile de Bessèges, sauf que ça fait le double de kilomètres. En gros, et que la montée, voilà, c'est à peu près pareil que l'étape d'Alès du côté de l'étoile de Bessèges. Donc on va avoir certainement une grosse bagarre demain entre 16h et 17h40-45 pour le dernier coureur à l'arrivée. Puis nous, on fera le débrief dans la soirée de cette journée de ce contre-la-montre. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!